Bonjour chers élèves, donc voilà, aujourd'hui je vous propose une quatrième vidéo sur la préparation bien sûr au baccalauréat de physique-chimie. Donc je vous ai déjà proposé trois sujets bac blanc, numéro 1, 2, 3, et aujourd'hui je vous propose un quatrième sujet. Dans chaque sujet j'ai essayé de traiter des parties complètement différentes, comme ça vous allez avoir une vue globale sur tout le programme. Pour ceux qui se sont connectés à cette chaîne pour la première fois, je vous rappelle qu'il y a des sujets par thème, c'est-à-dire dans certaines vidéos, j'ai traité par exemple, je prends le nucléaire, j'ai essayé de traiter toutes les questions qui se sont posées au nucléaire depuis 2008 jusqu'à 2019. Vous avez exactement la même chose pour le circuit RL, le circuit RLC, le circuit RC, les ondes mécaniques, les ondes sonores, les ondes électromagnétiques. D'accord? J'ai aussi mis à votre disposition dans cette chaîne le corrigé de pratiquement tous les examens du physique option PC depuis 2010 jusqu'à 2019. Bon, allons-y pour ce sujet. Voilà les exercices que j'ai choisis. J'ai choisi un exercice sur les ondes. On va voir quelques questions classiques à savoir sur les ondes mécaniques, bien sûr. Ensuite, on va traiter l'électrolyse. On va voir l'une des applications importantes de l'électrolyse, c'est l'argenture par électrolyse, c'est-à-dire on veut déposer de l'argent sur une surface et on va essayer de calculer pour augmenter la surface d'une certaine épaisseur donnée. Par exemple, combien de masse il faut, bien quel est le courant qu'il faut faire circuler sur la pile. Pour l'exercice 3, on va s'intéresser à l'aspirine. On va essayer de voir, de vérifier certaines données. Par exemple, on vous dit dans un sachet d'aspirine, vous avez une masse de 100 mg. Et à partir du dosage, on va essayer de vérifier exactement cette masse-là. Dans l'exercice 4, j'ai choisi de traiter le dipôle RC d'une manière un peu différente que celle que j'ai déjà proposée. Et surtout, dans la deuxième partie, on va voir, on va utiliser le condensateur étudié dans un circuit de démodulation ou de réception d'ondes électromagnétiques. Et on va voir quelles sont les conditions pour avoir une bonne réception, c'est-à-dire quelles sont les conditions sur, bien sûr, la capacité. Toujours le sujet, il est téléchargeable sur le lien, ce format PDF, sur le lien que vous avez dans la description de la vidéo. Donc je vais lire les énoncés rapidement. Donc voilà, dans l'exercice 1, vous avez une photo d'une certaine perturbation créée à l'instant t égale à 0 au niveau de la source. Et après un certain temps, la perturbation va arriver au point A. Vous voyez, c'est juste une perturbation, ce n'est pas une onde continue. Et on va essayer de voir des questions, la nature de l'onde, quel est le retard mis par l'onde pour arriver à ce point A. Ensuite, on va déterminer, connaissant l'amplitude par exemple de l'onde à l'instant t qu'on va prendre comme origine du temps, après un instant t donné, où va se trouver ce maximum là. Et enfin, on va déterminer ce qu'on appelle la longueur de la perturbation et sa durée. Vraiment un exercice classique, des questions directes, et c'est ce qu'on vous demande au baccalauréat. On ne vous demande pas de faire des démonstrations, mais vraiment de répondre directement aux questions. Dans l'exercice 2, on va s'intéresser à l'électrolyse de l'argent. Voilà, on prend une sphère, par exemple ici, et on veut déposer de l'argent sur cette sphère. Et exactement, c'est cette donnée qui est importante. On veut argenter une assiette métallique, et c'est ça qui va nous déterminer, qui va nous amener à savoir quelle est la cathode, quelle est l'anode. D'accord, écrire l'équation bilan. L'assiette doit être l'anode de la cathode pour avoir un dépôt d'argent. Et après, toutes les questions classiques, déterminer la masse de la couche d'épaisseur E déposée sur la surface de l'assiette, sachant ensuite quelle est la concentration molaire minimale nécessaire de la solution de nitrate d'argent qui est utilisée. Après 30 minutes, quel est le courant qui a circulé dans le circuit. Déterminer, en utilisant le tableau d'avancement, on va essayer de déterminer le courant bien sûr et calculer le volume d'oxygène dégagé.
d'accord, pendant ce temps delta t. Donc un exercice vraiment type sur l'électrolyse. Donc on va revoir tout ce qui est essentiel sur l'électrolyse. Ensuite, on va s'intéresser à l'aspirine et on va dans sa masse molaire, son pKa. Et on vous dit, l'étudiant ou bien un élève a lu sur un sachet d'aspirine qu'il contient 100 mg d'aspirine. Et le but, c'est de vérifier cette donnée-là. Donc, on va utiliser bien sûr le dosage. L'aspirine, on va le noter comme un acide AH. On va le doser avec une base qui est l'hydroxyde de sodium, NaOH. On connaît sa concentration, on connaît le volume de l'acide. Donc, on va d'abord dissoudre ce sachet dans 500 ml. On va prendre une partie uniquement de ce 500 ml qu'on va doser et on va déterminer le nombre de mol à partir du dosage dans 100 ml. Ensuite, on va remonter à calculer le nombre de mol dans 500 ml. D'accord ? Et le pH, bien sûr, on va utiliser la courbe pH en fonction du volume de la base versée. Donc, des questions au départ classiques. Équation de réaction, déterminer le pH à l'équivalence, quel est l'indicateur coloré qu'il faut choisir parmi ceux proposés, la nomenclature de schéma de dosage qu'il faut absolument connaître, définir la relation d'équivalence, déterminer la masse expérimentale de l'aspirine, voilà la question la plus importante, le reste bien sûr on l'a déjà vu en détail dans d'autres sujets. Ensuite, lors de la digestion, on vous dit que le pH de l'estomac est voisin de 2. Quelle est la forme prédominante du couple acide-base dans l'estomac? Voilà. Ensuite, dernier exercice, c'est un exercice RC, RLC et ensuite onde électromagnétique, démodulation. Donc voilà le circuit bien sûr. Au départ des questions classiques, l'équation différentielle. Mais cette fois-ci, on vous dit de l'écrire sous cette forme log de E moins UC égale moins 1 sur tau fois T plus log de E. Ensuite, on va dans la courbe de log en fonction du temps. Et à partir de la courbe, on vous demande de déterminer des grandeurs qui sont la force électromotrice et la constante du temps. Vous allez voir maintenant sur autre méthode. Ensuite, calculer le rapport de l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T, entre l'instant T égale à tau et l'énergie maximale. Et une question encore plus importante, calculer la capacité C' du condensateur qu'on doit monter avec le condensateur C pour que la constante du temps devienne tau' égale à tau sur 3 et indiquer quel type de montage, c'est-à-dire cette capacité C' qu'on va ajouter à cette capacité C, est-ce qu'on va l'ajouter en série ou bien en parallèle. Donc on verra dans quelles conditions on choisit les condensateurs en série, dans quelles conditions on choisit les condensateurs en parallèle. Deuxième partie de cet exercice, on va utiliser le dipôle RC, étudié dans la partie 1. On va l'utiliser pour démoduler une onde électromagnétique. On vous dit dans le circuit détecteur de crête d'un récepteur d'onde électromagnétique, on utilise le résistor D et le condensateur C. Dans le détecteur de crête correspondant à l'un des étages du circuit qu'on va voir dans la page suivante. Pour détecter, voilà l'onde modulée qu'on va détecter. Voilà le circuit utilisé. On vous dit indiquer à l'aide de la figure 3, c'est-à-dire cette figure-là, l'étage qui correspond au détecteur de crête. Donc on va rappeler quel est le rôle de chaque étage. Et c'est une question toujours posée dans la démodulation. Il faut savoir le rôle de cet étage 1, de l'étage 2, de l'étage 3. Ensuite, de savoir quelles sont les conditions sur, par exemple, ce condensateur sur une bobine pour la réception de l'onde. Ce n'est pas posé ici, mais on va le rappeler. Et quelles sont les conditions sur cette capacité C pour qu'on a une bonne détection de crête. Et dans la dernière partie, on vous dit les deux interrupteurs sont fermés. Les courbes obtenues successivement sur l'écran d'un oscilloscope représentent les variations de la tension, c'est EM, EGM et EHM, indiquées en justifiant la courbe à la sortie du détecteur de crête, c'est-à-dire la tension UGM, est-ce que la petit a, petit b ou petit c. Donc voilà un sujet que j'espère va vous entraîner à bien préparer aux examens qui sont très très proche. Donc, comme d'habitude, ne regardez pas la solution tout de suite. Téléchargez d'abord l'énoncé, la travaillez et
avec cette méthode-là qu'on apprend à répondre facilement aux questions. Très bien, donc on va passer à la correction et je vais commencer par le premier exercice sur la chimie, c'est-à-dire l'électrolyse. Première question, donc l'assiette doit être l'anode ou la cathode, c'est-à-dire cette assiette-là qu'on va essayer de déposer de l'argent. Le but c'est de déposer de l'argent, de recouvrir cette assiette par de l'argent. D'accord? Vous avez par exemple une bague et on veut déposer de l'argent sur cette bague-là et on va savoir combien de la masse qu'on va déposer, quel courant il faut circuler dans le circuit. Bien. Donc, qui dit dépôt de l'argent, ça veut dire quel type de réaction on a. Donc, la réaction qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est Hg plus un électron donne Hg solide, parce que le résultat, c'est l'argent solide. Cette réaction, elle correspond à quoi? Elle correspond à une oxydation ou bien à une réduction. Donc, pour savoir, se rappeler de la nature de cette réaction. Je vous rappelle, tout simplement, pour se rappeler, par exemple, l'élément qui se forme à gauche de la réaction, si c'est un réducteur, l'équation c'est une réduction. Si c'est un oxydant, l'équation c'est une oxydation. J'ai moi quoi? J'ai Hg+, c'est-à-dire l'oxydant, plus un électron, donne Hg, qui est le réducteur. Donc l'élément qui est à gauche, c'est le réducteur, donc c'est une réduction. Ou bien, vous regardez le degré d'oxydation, il passe de Hg+ vers Hg. Hg+, son degré d'oxydation, c'est 1 plus 1. Hg, c'est 0. Donc, le degré est réduit, il passe de 1 à 0. Donc, c'est une réduction. Donc, pour déposer de l'argent sur cette sphère, l'argent doit subir les ions d'argent doivent subir une réduction. Et qui dit réduction, dit cathode. Donc, les ions Hg+ vont subir une réduction. L'assiette doit être alors la cathode. D'accord? Pour se rappeler, les deux commencent par une consonne. Réduction, cathode. Qui dit réduction, dit cathode. Qui dit oxydation, dit anode. Les deux commencent par une voyelle. Très bien. Deuxième question, écrire l'équation bilan de l'électrolyse. Bien sûr, on connaît la première équation, donc automatiquement, on doit déterminer la deuxième. Donc, la première équation, elle est imposée par l'énoncé. Du moment qu'il y aura dépôt d'argent, donc vous avez Hg+, plus un électron donne Hg solide. Bon, le facteur 2 va venir pour équilibrer les électrons. Mais au départ, on va écrire zut, Hg+, plus un électron donne Hg solide. Vous voyez, c'est le réducteur qui se forme à gauche, donc c'est une réduction. Et qui dit réduction, dit cathode. Dans la deuxième équation, on nous dit l'oxydant, c'est bien sûr l'oxygène et le réducteur, c'est H2O. Donc on va commencer parce que ça c'est une réduction, donc celle-là doit être oxydation. Donc c'est l'oxydant qui doit être à gauche. Donc H2O va donner un demi H2O2. Va donner d'abord O2. Première chose, on va équilibrer les oxygènes. J'ai un seul oxygène, ici j'ai deux, donc je dois multiplier par un demi. Très bien. Une fois que les oxygènes sont équilibrés, on doit équilibrer les hydrogènes. Pour équilibrer les hydrogènes, on doit ajouter des H+. Ici j'ai H2, donc je dois ajouter 2H+. Et en dernière étape, on doit équilibrer les charges. Ici j'ai 0, ici j'ai plus 2, donc je dois ajouter moins 2. Moins 2. Donc la charge ici, elle est nulle. Et puisque ici j'ai 2 électrons, c'est pourquoi j'ai multiplié l'équation précédente par 2 pour avoir le même nombre d'électrons dans la réduction et dans l'oxydation. Et l'équation totale, on va ajouter ces deux termes et ces deux termes. Donc 2Hg plus H2O donne 2Hg solide plus 1 demi O2 gazeux plus 2H+. Très bien. Maintenant, quelle est la masse de la couche d'épaisseur E déposée sur la surface de l'assiette? Donc voilà l'électrode en jaune de l'argent. Je vais déposer une épaisseur E d'argent, c'est-à-dire je veux augmenter sa masse de petit m. Autrement dit, quelle est la masse de la partie en bleu, c'est-à-dire la partie qu'on a ajoutée par l'électrolyse. Donc ça, la partie en jaune, elle est de surface S, et vous avez ici l'épaisseur E. Donc si vous étalez cette partie bleue, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver tout simplement un rectangle
de largeur quoi? De largeur S, qui est cette longueur-là, de largeur S, et d'épaisseur quoi? Et d'épaisseur E. Donc son volume, c'est tout simplement S fois E. D'accord? Donc le volume de la partie bleue, c'est la surface fois l'épaisseur. Or, on connaît la masse volumique de l'argent, donc la masse, bien sûr, c'est ρ fois V, et donc c'est ρ fois S fois E. On connaît la masse volumique, on connaît l'épaisseur qu'on veut ajouter, on connaît la surface, donc on fait une application numérique, on trouve que la masse de l'argent qu'on va déposer, c'est 4 grammes. Bien, donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire pour déposer une épaisseur E d'argent, il faut déposer une masse de 4 grammes d'argent. Maintenant, ici vous avez une solution de nitrate d'argent. Question suivante, on doit savoir pour déposer cette masse de 4 grammes, quelle est la concentration minimale de cette solution. Donc on connaît la masse qu'on va déposer, donc on va déterminer le nombre de moles d'argent que doit contenir au minimum cette solution. Donc voilà quelle est la concentration molaire initiale minimale nécessaire à la solution de nitrate d'argent, c'est-à-dire nécessaire pour déposer 4 grammes d'argent. Donc l'électrolyte utilisé est une solution de nitrate d'argent, NO3-, de volume V. Donc quel est le nombre minimal d'argent que doit contenir cette solution? Il suffit d'utiliser la formule C est égal à N sur V. Donc V c'est 200 ml. N, c'est le nombre de moles qu'on a déposé, qui correspond à la masse de l'argent divisé par la masse molaire de l'argent. Je connais tout, donc je peux faire une application numérique. 4 grammes divisé par la masse molaire de l'argent, qui est 108 grammes, fois le volume. N'oubliez pas de le transformer en litres, donc ça vous donne 0,185 mol par litre. Donc pour déposer 4 grammes d'argent sur la sphère, au minimum, cette concentration doit être égale à 0,185 mol par litre. Très bien. Maintenant, au niveau de la cathode, on vous dit d'établir le tableau d'avancement. Bien sûr, au niveau de la cathode, on a dit vous avez une réduction de l'argent, 2 Ag de plus 2 électrons dans Ag. Ici, on écrit l'état initial. Vous avez un nombre de moles initial de Ag plus un nombre initial de l'argent solide. Bien sûr, vous avez la boule, elle était en argent. On va juste ajouter une petite masse d'argent. Donc au cours de la réaction, vous avez N1 plus 2X, vous avez un échange de 2 moles de 2X moles d'électrons, et l'argent va augmenter, vous avez N2 plus 2X. Très bien. Maintenant, on veut déterminer le courant en fonction de X. Donc I, c'est delta, ça c'est une formule vraiment basique qu'il faut absolument connaître par cœur maintenant. I, c'est delta Q sur T, c'est N fois la farad sur delta T. Cette partie, elle est indépendante de l'exercice. Donc, c'est à retenir par cœur. Qu'est-ce qui change? C'est le nombre de moles d'électrons échangés. Dans notre cas, le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 2x. Donc, c'est 2x fois F, c'est delta T. Maintenant, la masse de l'argent déposé. C'est en fait, le mieux, c'est d'écrire normalement quelle est la variation de la masse de l'argent. On va noter par delta de M. C'est-à-dire la masse finale moins la masse initiale. Donc ce delta M qu'on a noté petit m dans l'exercice, il correspond à quoi? Il correspond à un nombre de moles final moins le nombre de moles initial. Donc la variation du nombre de moles, c'est combien? C'est 2x. Donc voilà, delta de N est égal à delta de M sur la masse molaire. Donc la variation du nombre de moles de l'argent, qui est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial, qui est 2x, est égal à la masse finale moins la masse initiale, c'est-à-dire la masse déposée, petit m, divisé par la masse molaire. Donc je connais X en fonction de la masse déposée qui est 4 grammes et la masse molaire de l'argent. Donc je peux tout déterminer à partir de cette équation. Je peux déterminer le courant connaissant delta T, je peux déterminer delta T connaissant le courant. Dans l'exercice, souvent on vous donne un et on vous demande de calculer l'autre. Dans notre cas, on nous a donné delta de T, X on le détermine à partir de cette relation-là. F, c'est une constante, donc je peux déterminer le courant. Voilà. Seule chose, bien sûr, ne pas oublier de transformer les minutes en secondes. Ah, d'accord? Et le courant, il est bien sûr en ampères. Donc n'oubliez pas ici, c'est 30 minutes. Il faut les transformer à l'unité internationale du courant. C'est le seconde.
D'accord? Je vous rappelle, le courant, c'est la charge par unité de temps. Bien. Maintenant, on nous dit de calculer le volume d'oxygène formé pendant le même instant delta de T. Vous avez dégazage d'un gaz qui est O2. Toujours revenir au tableau d'avancement. Si vous avez formation ici de 2x, là vous avez formation de x sur 2. D'accord? Donc la variation du nombre de moles de l'oxygène, au départ vous avez un certain nombre de moles n, et à la fin de la réaction vous avez n plus, bien sûr, x sur 2. X sur 2. Donc quel est le nombre de moles, la variation du nombre de moles d'oxygène, c'est-à-dire le nombre de moles final moins le nombre de moles initial, pardon, c'est x sur 2. Donc vous avez delta de n, c'est x sur 2. Or x, on l'a déterminé dans l'équation précédente, c'est m divisé par, donc je rappelle x, il est là. Voilà, x est égal à m, petit m, sur 2 fois la masse molaire. Ça a été déjà calculé. Donc, on le remplace dans cette équation et ça vous donne petit m divisé par 4 fois la masse molaire. M, c'est la masse de l'argent. M, c'est la masse molaire de l'argent. Et ça vous donne la variation du nombre de moles de l'oxygène. Donc, le nombre de moles d'oxygène va augmenter. Et cette augmentation est égale à 0,00925 moles. C'est un gaz. Donc, le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire. Donc, c'est 0,009, c'est le volume dégagé de l'oxygène, divisé par bien sûr le volume molaire qu'on vous donne qui est 25 moles par litre. Et donc en remplaçant ici, on détermine le nombre le volume qui est 0,23 litres. Donc, pendant le fonctionnement de cette hydrolyse, cette réaction va dégager 0,23 litres d'oxygène. Bien, donc on continue maintenant sur la partie de l'aspirine. Donc on vous dit sur la feuille de réponse, donnez la légende du matériel. Donc voilà le schéma, c'est absolument à savoir et surtout et utiliser ainsi la place des solutions. C'est-à-dire il faut légender là où se trouve l'acide, où se trouve la base. D'accord? Donc ça c'est le pH mètre, ça c'est la burette, ça c'est l'agitateur et ça c'est le bécher. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il y a dans le bécher? Bien sûr, c'est la solution à doser qui est dans notre cas la solution d'aspirine à titrer ou bien à doser. Qu'est-ce qu'il y a dans la burette? C'est avec quoi on titre cet acide? Avec l'hydroxyde de sodium. Ça, il faut l'écrire sur la légende. D'accord? Deuxième question, écrire l'équation de la réaction. On vous dit l'aspirine, on va le moduliser par AH. Donc sa base conjuguée c'est A-. L'hydroxyde de sodium c'est OH-. Et sa base conjuguée c'est l'eau. Son acide conjugué, pardon, c'est l'eau. D'accord? Donc, bien sûr, ce H va aller vers OH pour former H2O et il va être capté par la base. Donc, un acide, c'est l'espèce qui est capable de céder un proton. Une base, c'est l'espèce qui est capable de capter un proton. Donc, à l'aide de la courbe du pH mètre, déterminer, bien sûr, le volume ajouté de la base à l'équivalence. Donc, vous avez deux méthodes, soit utiliser la méthode des tangentes, mais ici, puisqu'on vous donne la dérivée de pH en fonction de volume, vous repérez le maximum, vous faites la projection sur l'axe des volumes et l'intersection de cette droite avec le point, c'est ce point-là, avec la courbe de dosage, vous pouvez lire directement le pH. Donc, le pH à l'équivalence, c'est celui-là, et le volume à l'équivalence, c'est celui-là. Donc, en utilisant la courbe, on voit que le volume à l'équivalence, c'est de l'ordre de 10,7. Voilà. On peut tolérer une erreur de 0,1 ml. Parce que ce n'est pas bien clair sur le schéma. D'accord? Donc, le volume et le pH, bien sûr, c'est, vous voyez, 6, 7, 7,5. Donc, c'est à peu près 7,4. Le pH à l'équivalence. Quel est l'indicateur coloré? Bien sûr, à partir du pH, vous regardez tout simplement quel est l'indicateur qui contient dans sa zone de virage. Vous avez le chiffre 7,4. Donc celui-là exclure, celui-là 7,4, il est continu. Donc on va le prendre. Celui-là bien sûr à l'extérieur. Donc c'est le bleu de bromothymol qui convient. Définir l'équivalence, on l'a fait plusieurs fois. L'équivalence, les réactifs sont dans les conditions stéchiométriques, ça veut dire le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base. Autrement dit, c'est A fois VA égale à CB fois VB.
Maintenant, il faut suivre la dernière question, c'est ça la plus importante. Les questions précédentes, c'est vraiment très classique, mais c'est toujours les mêmes questions que vous aurez si on vous pose un exercice sur le dosage. Maintenant, on veut déterminer la masse expérimentale de l'aspirine. On veut vérifier, effectivement, est-ce que le sachet contient 100 mg d'aspirine. Qu'est-ce qu'on a dosé? On a dosé 100 ml. D'accord? Et je vous rappelle que pour doser l'aspirine, qu'est-ce qu'ils ont fait les étudiants? Ils ont pris le sachet qu'ils ont dissous cet sachet dans l'eau pour obtenir une solution de 500 ml. Et ce n'est pas cette solution qu'on a dosée. D'accord? Parce que pour doser 500 ml, il faut beaucoup, un volume énorme de la base. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend juste, donc voilà la solution de départ, le sachet, on a ajouté de l'eau jusqu'à obtenir un volume de 500 ml. Et le dosage, en général, on prélève une partie de ce volume-là. Quelle est la partie qu'on a prélevée? On a prélevé un volume de 100 ml. Et c'est ce volume-là qu'on a dosé. Et on a déterminé le volume à l'équivalence de la base ajoutée, le pH à l'équivalence. Et on connaît la concentration de la base. Donc le dosage va nous permettre de déterminer le nombre de moles dans 100 ml. Et on va voir comment on va déterminer le nombre de moles dans 500 ml. Donc, dans 100 ml, on utilise tout simplement la relation à l'équivalence. C'est AB égale CB fois VB équivalence. Donc, CA, CB, c'est donné. Ça, on l'a déterminé à partir de la courbe tout à l'heure. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc, faites l'application numérique. On va trouver une concentration CA égale 0,107, 10-2 moles par litre. Donc, ça, c'est la concentration de ces 100 ml. Est-ce que la concentration va changer? C'est-à-dire la concentration de cette solution, est-ce que la même que celle-là? Bien sûr, la concentration, c'est la même. Si vous prenez de l'eau de Javel, un litre de l'eau de Javel, qu'on vous dit par exemple de 12 degrés, vous prenez un verre, vous prenez la moitié du litre de Javel, elle est toujours de concentration 12 degrés. D'accord? Mais le nombre de moles change bien sûr. La quantité de matière dans 100 ml n'est pas la même que dans 500 ml. D'accord? Le nombre de moles dans 100 ml, c'est N est égal à CA fois VA. C'est 0,107, 10-3 moles. Donc, combien de nombre de moles dans 500 ml? Donc, tout simplement, dans 500 ml, vous avez un nombre de moles que je vais noter N0, qui est égal à CA fois le volume, qui est 5 fois le volume qu'on a dosé. Donc, c'est 5. Le nombre de moles, il faut le multiplier tout simplement par 5. Autrement dit, ce V, c'est 5 fois le VA, et CA fois VA, c'est NA. C'est 107, d'accord? Je répète, ici, le nombre de moles maintenant dans la solution de départ, c'est CA fois le volume de départ. Or, le volume de départ, c'est 5 fois le volume VA. Donc, je vais remplacer V par 5 fois VA, et CA fois VA, c'est égal à ça. Donc, c'est 5 fois. Donc, je vais trouver le nombre de moles dans la solution de 500 ml, c'est 0,5 10-3 moles. Je connais la masse molaire de l'aspirine, je connais le nombre de moles, donc je peux déterminer facilement la masse de l'aspirine. Et si on fait une application numérique, on trouve 96,3 mg. Donc, c'est très très proche de 100 mg qui est inscrit sur le sachet. Donc, on a bien déterminé la masse de l'aspirine. Question suivante, on vous dit maintenant, lors de la digestion, le pH de l'estomac est égal à 2. Est-ce que c'est l'acide qui domine dans l'estomac ou bien de la base? Donc je vous rappelle juste la relation qu'on a déjà démontrée plusieurs fois, à partir de l'expression de Ka, qui est égale à la concentration d'H3+ fois la concentration de A- sur la concentration de AH. Vous appliquez le log des deux termes et vous trouvez pH égale pKa plus log de la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Donc, bien sûr, ce n'est pas demandé dans l'énoncé. C'est juste à partir de cela, vous pouvez répondre. Vous remarquez que si la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide, log de 1 égale à 0, donc pH égale pKa. Si le pH est supérieur à pKa, c'est-à-dire donc ça c'est l'axe des pH. Donc ça c'est pH égale à pKa. Ici, c'est le pH supérieur à pKa. Là, c'est le pH plus petit que le pKa. Donc, si le pH est supérieur à pKa, ce log il est positif, donc c'est la base qui domine.
vous avez un point particulier. Si la concentration de A- est égale à 10 fois la concentration de AH, donc le log va être le log de 10, concentration de H vont se simplifier, log de 10 c'est 1. Donc le pH c'est pKa plus 1. Et un deuxième point intéressant, si la concentration de l'acide cette fois-ci est 10 fois la concentration de la base, vous allez voir ici log de 1 sur 10. Donc vous avez pKa moins 1. Donc nous, quelles sont les données? Le pKa c'est 3,5. Le pH qu'on nous dit de l'estomac c'est 2. Donc on est bien dans la condition pH est plus petit que pKa. Donc on est dans cette région-là. Donc c'est la forme acide qui domine. On peut dire même que la concentration de l'acide est plus que 10 fois, supérieure à 10 fois la concentration de la base, parce que vous voyez ici que le pH est plus petit que pKa-1. Donc pKa c'est 3,5, pKa-1 c'est 2,5, il est encore beaucoup plus petit que 2,5. Donc la concentration de l'acide elle est supérieure à la concentration de la base au minimum de 10 fois. D'accord? Donc voilà pour cet exercice de chimie. Donc on va passer à la correction de la partie physique. On va commencer par l'onde. Les ondes, donc là on crée juste ce qu'on appelle une perturbation. C'est pas, on fait un ébranlement et on arrête. Et on regarde comment évolue l'ébranlement le long d'une corde. D'accord? Question classique d'abord, la nature de l'onde. Bien sûr l'ébranlement se fait en bougeant la main verticalement. Vous avez bien la direction de propagation de cet ébranlement, ils sont perpendiculaires, donc il s'agit bien d'une onde transversale. D'accord? Bien, maintenant déterminer le retard taux du point A par rapport à la source de l'onde. Donc on va créer un instant 0 un ébranlement, juste un va-et-vient et on arrête. L'ébranlement va se propager. Au départ, bien sûr, l'ébranlement était à t égale à 0 au niveau S. Et à t égale à 0, le point A était au repos. Et un instant, l'ébranlement va se propager jusqu'à arriver à un instant taux au point A. Et on vous dit quel est cet instant taux. Donc ce temps va correspondre tout simplement à la durée qu'on va mettre cette onde pour parcourir cette distance-là. D'accord? C'est la distance entre la source et le point A. On connaît la vitesse, la distance, on va la déterminer sur l'échelle. Là, c'est l'échelle et les données pour mesurer les distances. Notez bien ici, c'est l'amplitude en fonction de x. Donc ça veut dire que c'est une photo qui est prise à un instant t. Donc là, c'est l'axe des x. D'accord? Donc le retard, la figure représente l'aspect de l'onde à un instant t. D'accord? Donc taux, c'est le temps mis par la perturbation par arrivée au point A. Comme la vitesse par définition, c'est SA, c'est la distance, c'est-à-dire divisé par le temps, la distance c'est SA et le temps c'est taux. C'est-à-dire pendant cet instant taux, cette perturbation a parcouru la distance SA, c'est-à-dire il est arrivé au point A. Donc SA, on va les déterminer à partir de la courbe. La vitesse il est donné dans l'énoncé, donc taux est égal à SA sur 5, mais n'oubliez pas toujours, faites attention aux unités, transformez le centimètre en mètre. Et ça vous donne 0,06 secondes, ça veut dire 60 millisecondes. Bien. Question suivante. La photo de la corde ci-contre a été prise à une date choisie comme origine. Donc ça, une fois que la perturbation arrive au point A, on va chronométrer cette fois-ci le temps par 0 ici. On va prendre ici l'origine du temps. C'est-à-dire à t égale à 0, le maximum de la perturbation se trouve où? Se trouve ici, c'est-à-dire à 45 cm de la source. Maintenant, on vous dit après 0,2 secondes, où va se trouver ce maximum? Donc, il va se trouver dans quelle position? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il faut calculer la distance parcourue par l'onde pendant 0,2 secondes. On connaît la vitesse, on connaît le temps. Donc la vitesse, c'est la distance sur le temps, 0,2 secondes. Donc je peux déterminer la distance qui est la vitesse fois le temps. Donc 5 fois 0,2, ça vous donne 1 mètre. Donc après 0,2 secondes, ce maximum-là va se déplacer de 1 mètre. Donc il va se trouver où? Il va se trouver à 45 plus 1 mètre qui est 100 cm. Donc il va se trouver à la position 145 cm. D'accord? Donc là, c'est le maximum à t égale à 0 parce qu'on a pris l'origine de temps ici. On vous dit après 0,2 secondes où va se trouver
Autrement dit, on peut vous poser la question autrement, tracer l'allure de la perturbation après 0,2 secondes. Donc, il faut prendre la même chose, mais il faut le dessiner à la position 145 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la longueur d'une perturbation et sa durée? Bon, la longueur, bien sûr, c'est la distance entre le point de départ de la perturbation et le point final de la perturbation. Donc voilà la longueur, c'est 60 moins 30, c'est 30 cm. Et quelle est la durée de la perturbation? C'est-à-dire il va arriver, une fois qu'il arrive au point A, pendant un certain temps, toute cette partie-là de la corde est en mouvement. Donc quelle est cette durée, la durée de cette perturbation? Donc on connaît la longueur, on connaît la vitesse de la propagation, donc on va déterminer la durée tout simplement par la distance sur la vitesse et on retrouve 60 millisecondes. Donc voilà un exercice sur les ondes classiques où il faut connaître la notion de longueur d'une perturbation, la durée d'une perturbation, et savoir si on connaît l'aspect de l'onde à un instant t, comment déterminer la position de l'onde à un instant t plus tôt, connaître le retard temporel entre la source et un point quelconque de la corde. Bien, maintenant on va passer à dernier exercice sur la physique. C'est un exercice complet sur le circuit RC et aussi sur la démodulation. Donc très important parce que vous allez voir, on va aborder le circuit RC d'une autre manière. Première question, établir l'équation différentielle. Toujours avant d'établir l'équation différentielle, même si ce n'est pas demandé, il faut tracer les tensions aux bornes de chaque dipôle en convention récepteur. Voilà la tension aux bornes de générateur, aux bornes de la résistance et aux bornes de condensateur. Donc ça c'est le courant, je l'ai tracé ici. Le courant bien sûr il est toujours dans la même flèche de la tension aux bornes du générateur et les tensions aux bornes des dipôles dans le sens inverse. Qu'est-ce qui vous dit la loi d'additivité des tensions? La somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Autrement dit, la tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de la résistance plus la tension au bord du condensateur. On veut la tension vérifiée par quoi? Vérifiée par I de C. Donc je vais garder I de C. Je ne vais rien toucher. Il suffit juste de trouver la relation entre I et I de C. Ça, vous le connaissez par cœur maintenant. Vous connaissez que U de C, c'est Q sur C. Donc la dérivée de UC sur D de T, c'est 1 sur C, D de Q sur D de T, et D de Q sur D de T n'est autre que le courant. Donc I est égal à C fois D de IC sur D de T. Donc je remplace I par C fois D de IC sur D de T, et j'ai une équation différentielle où apparaît uniquement I de C, que je peux écrire sous une autre forme, I de C plus taux, d'accord, fois D de IC sur D de T est égal à 1. Donc, vous voyez bien ici, par exemple, on peut vous demander quelle est la dimension de taux. Vous voyez que ça, c'est une tension. Donc, ça, c'est une tension. Donc, ça, c'est une tension à la dimension d'une tension. Donc, la dimension de taux fois la dimension d'une tension sur la dimension du taux égale à la dimension d'une tension. Donc, la dimension de taux sur la dimension du temps est égale à 1. Donc, la dimension du taux, c'est un temps. D'accord? Avec taux, bien sûr, c'est RC. Ça, c'est juste entre parenthèses. Si vous déterminez, il se peut qu'on vous pose la question, quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant, ou bien par I de R, ou bien déduire, par exemple, l'équation différentielle vérifiée par le courant à partir de cette équation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'équation vérifiée par le courant? Donc, je reviens à l'équation différentielle. E est égal à U de C plus RI. Je remplace U de C par Q sur C plus RI. Comment trouver le courant à partir de la charge? Il faut la dériver. I, c'est D de Q sur D de T. Donc, je dois dériver toute cette équation-là par rapport au temps. Quelle est la dérivée de D de Q sur D de T? C'est I. Quelle est la dérivée de E? C'est 0. Et donc, la relation va devenir tout simplement 0, qui est la dérivée de E. D de Q sur D de T, c'est I. Donc, I sur C, plus R, D de I sur D de T. Et vous voyez bien qu'on retrouve l'équation différentielle vérifiée par le courant. D de I sur D de T plus I sur RC égale à 0. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un second terme. Donc I, la solution de cette équation sera de la forme A exponentielle moins T sur temps. Quelle est l'équation vérifiée par I de R? Il suffit de multiplier tout ça par R. Donc vous avez exactement la même. D de I de R sur D de T plus I de R sur RC égale à 0. Très bien.
Maintenant, on vous pose toujours la solution, c'est de la forme a facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, mais cette fois-ci, on vous dit de montrer que log de e moins i de c égale à moins 1 sur tau fois t plus log de e. Donc d'abord, même si ce n'est pas demandé, il faut d'abord déterminer quelle est l'expression de a. C'est classique, je cherche d'abord d de ic sur d de t, donc c'est a sur tau exponentielle moins t sur tau. Je remplace dans l'équation différentielle, qui est celle-là, je remplace u de c par sa valeur, d de ic sur d de t par sa valeur. Je mets tout ce qui est exponentiel. Donc là, vous avez ce terme avec celui-là, il s'en va. Et donc, on va déduire tout simplement directement a est égal à e. Donc, u de c, c'est e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le log de e moins u de c. Donc, je vais déterminer d'abord, pour toujours, si vous avez une équation, vous avez un exponentiel quelque part et on vous demande de déterminer le logarithme, pour qu'il n'y ait plus d'exponentiel dans l'équation, il faut d'abord isoler le terme en exponentiel. Il ne faut pas appliquer le logarithme tout de suite, il faut d'abord isoler exponentiel est égal à quoi? Donc je développe ça, c'est e moins exponentiel moins t sur tau. J'isole le terme où il y a l'exponentiel et qu'est-ce qui me reste? U de c, e moins u de c. Celui-là, je le ramène de l'autre côté. Et celui-là, je le ramène à gauche. Donc, maintenant, je peux appliquer le logarithme. Log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Donc, log de ça est égal à log de ça. Donc, attention ici, log de e moins i de c. J'ai aucune loi qui me permet de déterminer, je ne peux pas y toucher. C'est pas log de e moins log de i de c, ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, c'est log de a fois b qui est égal à log de a plus log de b. Log de a, c'est log de e. Plus log de l'exponentiel de x, c'est x. Et le x, c'est moins t sur tau. Est égal à log de 1 moins u. Qu'est-ce que je cherche? Log de 1 moins u de c, elle est là. Moins 1 sur tau, ou bien moins tau sur t, c'est exactement la même chose. Donc, je trouve exactement l'équation qu'on me demande de démontrer. Très bien. Maintenant, on vous donne la courbe log de 1 moins u de c en fonction du temps. Et on vous dit de déterminer e et tau. Question aussi intéressante. Donc vous voyez qu'on va déterminer taux d'une autre manière. Ce n'est pas toujours la tangente à l'origine ou 0,63 EC max. D'accord? Donc là, c'est autre chose. Donc comment on peut écrire cette équation? Là, vous voyez bien, c'est une droite. Donc toujours, je vous conseille d'écrire d'abord l'équation de la droite. Ça, c'est Y. Et ça, c'est X. X, c'est le temps. Donc, cette équation, je peux l'écrire y est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur tau fois x plus log de e. Vous voyez bien que y est égal à x plus b. Donc c'est bien une droite. Comment on détermine b dans une droite de ax plus b? C'est tout simplement, on pose x égale à 0. Donc si t égale à 0, je remplace ici t par 0, donc ce terme égale à 0, et log de e moins u de c, ça veut dire y est égal à log de e. Or, si t égale à 0, y égale à combien? Y égale à 1,5. D'accord? Donc, log de 1 moins u de c égale à 1,5. Qui est égal à quoi? Si t égale à 0, qui est égal à log de e. Donc, vous voyez bien que je peux déterminer e en passant à l'exponentielle. E, c'est l'exponentielle de 1,5. C'est la fonction inverse de logarithme. Et avec la calculatrice, exponentielle 1,5, ça vous donne 4,48 volts. Donc, voilà, j'ai déterminé log de e, c'est-à-dire b. Maintenant, je vais déterminer a, qui est égal à moins 1 sur tau, qui est tout simplement la pente de cette courbe. Donc, moins 1 sur tau, c'est y égale à x, c'est la pente de cette droite. Vous voyez bien une droite qui descend, donc sa pente, c'est négatif, c'est normal. Donc, je dois déterminer, pour déterminer la pente, je dois prendre deux points. Donc, ce point, c'est cette distance-là, divisé par cette distance. Voilà la pente. Donc, c'est égal à combien? C'est 1,5 moins 0,5 divisé par quoi? Divisé par 0,0 moins 1. Donc, vous voyez bien que les coordonnées de ce point, c'est 1,5, 0. Et le coordonnée de ce point, c'est 0,5, 1. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais faites attention dans les pentes. Ça, c'est une erreur très, très classique. Souvent, vous oubliez. Vous faites sur 0 moins 1 et vous faites le calcul. Faites attention ici, c'est en millisecondes. Donc, dans la pente, on utilise toujours les unités internationales. Donc, je vais les entourer en rouge. N'oubliez pas, dans le calcul des pentes,
d'utiliser les unités internationales. J'ai ici le milliseconde, donc je dois multiplier par 10 moins 3. Et ça vous donne moins 10 puissance 3. Vous voyez bien qu'on trouve une pente négative. Donc ça, c'est égal à moins 1 sur tau. Donc ça veut dire 1 sur tau égale à 10 puissance 3. Donc tau, c'est 10 moins 3 secondes. Ça veut dire 1 milliseconde. Bien. Maintenant, il y a aussi une question très intéressante. On vous demande de déterminer la valeur, le rapport entre l'énergie maximale et l'énergie à T égale à tau. Souvent, l'énergie électrique, c'est quoi? C'est 1/2 C fois IC au carré. Et dans l'exercice classique, on sait toujours de chercher, de calculer I de C à partir de la courbe. Vous pouvez le faire ici, mais c'est très lent. Faites attention ici. On n'a pas besoin de chercher I de C à partir de la courbe. Pourquoi? Parce qu'on nous dit à T égale à tau. Or, à T égale à tau, je connais l'expression de I de C. Donc, I de C à T égale à tau, c'est combien? C'est 0,63 UC max. Donc, je n'ai pas besoin de savoir UC max. Autrement dit, le résultat qu'on va établir ici, il est valable quel que soit le circuit RC. Donc, l'énergie électrique, c'est 1/2 UC au carré, C fois UC au carré. Donc, le rapport entre l'énergie électrique à T égale à tau et l'énergie électrique maximale, c'est 1/2 C fois UC à T égale à tau sur 1/2 C fois UC max au carré. Celui-là, je le remplace par 0,63 UC max. Donc, c'est UC au carré sur UC max au carré. Et maintenant, je vais remplacer UC à T égale à tau par 0,63 UC max. Donc, je simplifie par les UC max. Il va vous rester 0,63 au carré, qui est à peu près 0,4, autrement dit 40%. Ça veut dire à T égale à tau, l'énergie a diminué on est dans la charge, l'énergie a augmenté de 40%. Donc il est chargé, autrement dit le condensateur est chargé à 40% à T égale à tau. Bon, dernière question, elle est un peu compliquée. Bon, c'est l'occasion de se rappeler qu'est-ce que c'est que le regroupement des condensateurs en série en parallèle. On vous dit que déterminer la capacité d'un condensateur X, qu'on va appeler C', qu'on doit monter avec le condensateur C pour que la constante de temps diminue. Il devient tau sur 3. Et comment on va monter ce condensateur? Est-ce qu'en série avec C ou bien en parallèle? Donc tout d'abord, on va déterminer, si on monte C' avec C, on obtient un condensateur de capacité C équivalent. Et on va d'abord déterminer quelle est la capacité de condensateur équivalent qu'on va obtenir. Comment on va le déterminer? À partir de cette donnée-là. Tau égale à tau' sur 3. Donc tau, c'est R fois C équivalent. C'est la nouvelle constante du temps une fois que j'ai monté C' avec le condensateur C. Pour le moment, je ne sais pas si en série ou bien en parallèle. Et en écrivant tau' est égal à tau sur 3, je simplifie par R, j'obtiens C équivalent à C sur 3. Donc j'obtiens une capacité équivalente plus faible que la capacité de l'un des deux condensateurs. Or, quel est le regroupement qui permet de diminuer les capacités? C'est bien sûr le regroupement en série. Sachez bien que le regroupement des condensateurs, c'est l'inverse des résistances. Pour augmenter des résistances, on les met en série, et pour les diminuer, on les met en parallèle. Le condensateur, c'est l'inverse. Pour augmenter la capacité de deux condensateurs, on les met en parallèle. Pour les diminuer, on va les mettre en série. Donc voilà le schéma. J'ai au départ un condensateur C. Je vais ajouter un condensateur C' en série. Et voilà pour obtenir un condensateur équivalent de capacité sur 3. Donc quel est C'? Donc il faut se rappeler tout simplement quelle est la loi d'association des capacités des condensateurs en série. Donc pour se rappeler, c'est très simple, c'est l'inverse des résistances. Donc ce qui se passe pour les condensateurs en série, c'est ce qui se passe pour les résistances en parallèle. Ça veut dire 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc vous allez voir 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur C'. Donc je peux déduire 1 sur C' qui est égal à 1 sur C équivalent moins 1 sur C. C équivalent, c'est C sur 3, ça veut dire 1 sur C équivalent, c'est 3 sur C, moins 1 sur C, ça vous donne 2 sur C, est égal à 1 sur C'. Donc, vous voyez bien que C' est égal à C sur 2. Donc, si je mets un condensateur de capacité C
en série avec un condensateur de capacité 6 sur 2, je vais trouver un condensateur de capacité 6 sur 3. Voilà. Bien, maintenant, on va passer à l'utilisation de ce circuit RC dans un circuit de démodulation et on va rappeler en parallèle les résultats essentiels qu'il faut connaître pour démoduler un signal. Donc on vous dit indiquer à l'aide de la figure 3 les tâches correspondant au détecteur de crête. Mais on va rappeler donc toujours les schémas généraux. Donc ça c'est un schéma simplifié. Donc vous avez une antenne qui reçoit une infinité d'ondes. Donc vous avez un premier circuit. Qu'est-ce qu'on appelle ce circuit? On l'appelle un circuit bouchant. Ça veut dire quoi? C'est un circuit qui bouche toutes les résistances, toutes les ondes sauf une seule. Elle laisse passer sélectif. Elle laisse passer une seule fréquence qui est égale à la fréquence de résonance de ce circuit LC. D'ailleurs, des fois on vous donne aussi, par exemple on étudie un circuit RL dans l'exercice, on vous dit est-ce que ce circuit permet de capter ou bien déterminer par exemple la valeur de L pour capter une fréquence donnée. Donc il suffit de dire que la fréquence est égale à la fréquence du circuit LC et qui est 2 pi racine carrée de LC et ça permet de choisir par exemple la valeur de L qu'il faut utiliser ou la valeur de C. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'utilité. Donc ça permet de sélectionner les fréquences. Bon, ça vous l'oubliez, c'est juste un amplificateur. Voilà la deuxième partie, c'est cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle fait cette partie-là? Donc c'est une diode. Une diode, ça permet, elle laisse passer le courant lorsque la tension est positive. Elle bloque le courant lorsque la tension est négative. Elle est bloquant lorsque la tension est négative. Donc ça permet d'abord d'isoler la partie positive. Ensuite, pendant que le courant passe, le condensateur se charge. Pendant que la diode est bloquant, elle se décharge. Et pour détecter les crêtes, vous avez une condition importante sur ce circuit RC. Il ne faut pas qu'il se décharge lentement rapidement par rapport à la fréquence du signal modulé. Et il faut qu'il se décharge. Il faut que sa constante du temps soit plus petite que la période de signal. D'accord? Et bien sûr, donc ça c'est leur rôle, c'est la détection de crête tout simplement. Et cette partie-là, c'est un filtre passe-haut. Elle laisse passer les hautes fréquences et elle bloque les basses fréquences. Donc ça permet d'éliminer la composante continue. Donc je résume. L'étage 1, c'est la sélection de la fréquence. L'étage 2, c'est détection de crête. L'étage 3, c'est éliminer la composante continue. Bien. Maintenant, montrer que le dipôle RC permet d'obtenir une bonne détection de crête. Il suffit de se rappeler sur la condition d'obtention d'une bonne détection de crête. Comme je disais tout à l'heure, la constante du temps de circuit RC doit être très supérieure à la constante du temps à la période de la porteuse. Comme ça, le condensateur va se décharger très lentement, mais il ne faut pas qu'il soit très lent par rapport à la période de signal, sinon elle va être constante. Donc il faut que la période constante du temps de circuit RC soit très supérieure à la période de la porteuse et inférieure à la période de signal. Donc voilà la condition, il faut la vérifier maintenant. Donc on connaît la capacité, on connaît la résistance, donc il faut déterminer la période de la porteuse, la période de signal et voir si cette condition est vérifiée. Où on va chercher, donc ou bien en termes de fréquence, c'est l'inverse. La FP c'est 1 sur TP, donc tout va changer. 1 sur la fréquence, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse doit être très supérieure à sur taux, doit être supérieure à FS. Voilà le signal modulé, signal capté par le circuit RL au départ. Donc voilà le signal détecté. Ici, bien sûr, vous voyez que la fréquence du signal, ici c'est la porteuse. Et ça c'est l'amplitude de la porteuse. Donc c'est une amplitude qui est modulée. D'accord? Donc à partir de là, cosinus, d'habitude on l'écrit 2π fois la fréquence fois f fois t, ça veut dire 2π fois la fréquence du signal, c'est égal à 10 puissance 3 fois pi, et 2π fois la fréquence de la porteuse, c'est 10 puissance 4 fois pi. Donc ceci va nous permettre de déterminer la fréquence du signal, c'est 10 puissance 3 sur 2, ça veut dire 500 Hz, et la fréquence de la porteur, c'est 5000 Hz ou bien 5 kHz. Or, taux
1 sur tau c'est 10 puissance 3 Hz. Donc on voit bien que 5 10 puissance 3 qui est la fréquence de la porteuse, elle est très supérieure à 10 puissance 3, 5000 est très supérieure à 1000 et elle est supérieure à 500. Donc la condition que doit vérifier le condensateur de circuit détecteur de crête est bien vérifiée. Parce que la fréquence de la porteuse, on a bien vérifié qu'elle est très supérieure à 1 sur tau, qui est supérieure à la fréquence du signal. Maintenant, on vous dit que les deux interrupteurs ici sont fermés. Donc celui-là est fermé, celui-là est fermé. Et on détecte sur l'oscilloscope les courbes obtenues successivement sur l'écran de l'oscilloscope représentent les variations des tensions. Donc on obtient 3 courbes et on vous dit par exemple indiquer en justifiant la courbe correspondant à la sortie du détecteur de crête. Puisqu'on a dit le détecteur de crête c'est ce circuit là, donc ça c'est l'onde modulée. Donc la question c'est juste le signal détecté ici, mais nous on va répondre plus. Maintenant quelle est l'onde, le signal qui va être détecté si on branche l'oscilloscope en ce point? Est-ce que le A, B ou C? Bien sûr, c'est le circuit C. Donc ça, c'est l'onde modulée. D'accord? C'est celle qu'on détecte par l'étage 1. Ensuite, par l'étage 2, c'est le détecteur de crête. Détecteur de crête, c'est bien sûr la partie A. Donc UGM, c'est la partie A. Et enfin, quand on enlève la composante continue, le circuit revient centré sur 0, c'est la tension UHM. Donc ça, c'est UHM, ça, c'est UGM, et ça, c'est UEM. D'accord? Voilà ce qu'il faut répondre, mais on peut ajouter, si vous voulez, voilà la forme voilà la forme du signal à la sortie UHM, ce qu'on appelle ici US de T. Donc voilà, vous voyez bien que l'amplitude, elle est modulée. Si on détecte on élimine la partie négative et ici vous voyez bien le condensateur se décharge lentement se charge pendant la partie positive et se décharge pendant la partie négative et on va détecter ce qu'on appelle le détecteur de crête ou bien le détecteur de l'enveloppe. Donc ça c'est la tension UGM, donc ça c'est la tension UGM, voilà c'est celle-là. Ensuite ce filtre là va éliminer la composante continue. Ici, on élimine la composante continue, le signal devient centré sur l'axe des temps, et ça, c'est la tension UHM. D'accord? Bon, ça, c'est un complément, bien sûr. Vous allez dire tout simplement, à la sortie du détecteur de crête, c'est la tension A que va observer sur l'oscilloscope. Donc, voilà pour ce sujet où j'ai essayé de présenter cette partie de la modulation que je n'ai pas traitée dans les sujets précédents et aussi de vous proposer un circuit RC. Vous avez vu qu'il était abordé d'une manière légèrement différente. Voilà, donc j'espère que vous avez appris énormément de choses à travers ces vidéos-là que je vous ai proposées. N'oubliez pas d'ajouter des commentaires, de partager la vidéo avec vos amis, de s'abonner à la chaîne. Et bon courage, bonne préparation et à bientôt.